Bon voilà, désolé tout le monde, les aléas du direct. On va attendre que Charlotte se reconnecte, ça arrive parfois. Je vous laisse vous reconnecter aussi, revenir. Voilà Charlotte, je te laisse me renvoyer une demande de vidéo Charlotte. Voilà. Hop là. Nous revoilà. Bon, allez, cette fois c'est parti, c'est la peine. Donc, tu nous disais que tu adorais percer les mystères de la vie, que c'était vraiment ce qui t'animait depuis toute petite, Ouais. et que tu avais à cœur d'accompagner les personnes à découvrir le sens de leur vie, notamment à travers leurs blessures. Voilà, ouais. Et pourquoi je fais ça? Comme je disais, je suis en quête de lumière parce que j'ai été. C'est un ressenti, hein. J'ai pas été dans Zola, hein, mais c'est un ressenti par rapport à mon vécu d'enfant. J'étais dans l'ombre. Euh, Il y a des choses aussi transgénérationnelles où la famille a été mise dans l'ombre, où c'était plus sécure d'être à l'ombre, dans l'ombre, de pas se faire voir. Et donc, ma grande quête, c'était la lumière. Ce qui a été très compliqué pour moi. Je l'ai fait très tardivement, puisque aujourd'hui, j'ai 54 ans et j'ai commencé à oser me mettre en lumière vraiment. J'en avais 47, donc c'est assez récent, c'est Mm. tard. Parce que c'était une terreur. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai osé me mettre un peu en lumière, j'ai à cœur d'accompagner les autres à oser se mettre en lumière le sens de leur vie et le faire à travers leurs ombres. Donc ce qui les plombe, ce qui les importune, des petites choses et des grosses choses qui sont préoccupantes ou douloureuses dans une vie. Voilà, et donc je fais ça parce que comme j'ai goûté à quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a transporté de joie, moi j'ai envie de partager le bonheur, de trouver le sens de sa vie en décryptant le sens de ses épreuves. Donc j'ai envie, c'est un peu le cas pour beaucoup de gens, quand on a goûté à quelque chose qui nous fait du bien et qu'on voit à quel point c'est sérénisant, que ça apporte plein de bienfaits dans la vie, et notamment ça estompe, voire ça éradique nos bobos et nos problèmes, on a envie d'y faire goûter les autres. Voilà, c'est pour ça que ça m'anime, une fois que je l'ai fait pour moi, de le partager pour d'autres personnes. Ouais. D'où le coaching alchimique qui vient transmuter les blessures, les zones d'ombre et Voilà, révéler la lumière qui se cache derrière. exactement. Hmm. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, on peut dire que tu vis ton dharma, qui est celui donc d'accompagner les autres. Est-ce qu'on pourrait justement revenir un petit peu en arrière et puis rentrer peut-être un petit peu plus en détail d'événements qui se sont avérés révélateurs pour toi Ouais, dans cette quête et dans ce chemin vers quelque chose de juste, vers ta vérité en fait. ouais. Avant ça, je voudrais juste dire que pour moi, il n'y a pas des gens qui sont dans leur dharma et d'autres qui n'y sont pas. Hmm. Parce que tout est juste. Et par exemple, il y a une vingtaine d'années, je faisais des choses qui étaient justes pour moi, qui n'ont rien à voir avec ce qui était là et qui étaient peut-être un des passages obligés, en tout cas une étape. Et à ce moment-là, mon dharma était juste, hein. Je m'occupais de promouvoir l'écologie et notamment la mobilité écologique. Donc, j'ai été précurseur dans le domaine des véhicules électriques, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, même s'il y a des points communs. C'est un peu un toc que j'ai, c'est de voir des signes, des points communs partout, puisque j'ai travaillé dans le domaine de l'énergie. Et ce qui m'animait vraiment, c'était l'énergie propre. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est l'énergie propre aux gens, leur propre énergie qui les propulse et qui les meut vers leur dharma, justement. Mais Ouais. c'était juste pour moi de faire ça à cette époque-là. À un moment donné, ce n'a plus été juste. Il a fallu que suite à certaines épreuves d'ailleurs, que je me reconvertisse. C'était pas forcément un choix voulu. Et ça m'a mené là où je suis. Donc, je voulais juste préciser ça, hein. Mais ouais, complètement. Et c'est pour ça que j'aime tout de suite partir sur le pourquoi tu fais ce que tu fais, parce que justement, très souvent, il y a cette ombrelle du pourquoi, de ce qui nous anime, des valeurs qui sont fortes pour nous, et ensuite qui vont se concrétiser dans la matière de plein de façons. Et il y exact. a une première façon qui va être juste pendant un temps,
Et puis après, tout d'un coup, oui, ça résonne plus, ou on est viré, ou enfin, il y a plein de choses qui fait que ça s'arrête. Et puis, mais c'est intéressant de voir le fil conducteur à travers toutes ces expériences de vie et de justement rappeler que le dharma, c'est pas tant ce qu'on fait, mais pourquoi on fait ce qu'on fait. Exactement. Surtout que parfois, il y a plusieurs fils. C'est-à-dire, j'aime bien comparer parfois une vie à un puzzle. On met une pièce, elle a du sens ou pas, on voit pas très bien l'intérêt de la chose. Puis au fur et à mesure qu'il y a d'autres pièces qui se rajoutent, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on se dit ah oui, je voyais pas l'intérêt, mais ça avait du sens parce que pour l'image globale, moi j'ai vraiment perçu ça au moment où j'ai inventé mon coaching. Je me suis rendu compte vraiment que tout faisait sens, y compris des choses incongrues dans ma vie. Voilà, si, pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent à être dans leur voie, dans leur dharma, là où vous êtes, là, ici et maintenant, c'est forcément juste et soyez patients. Des choses arriveront dans votre vie, dans le futur, qui se préparent maintenant, qui sont en gestation, parce qu'en fait, le corps, l'être, c'est comme une graine qui essaime petit à petit et qui fleurit, et on ne voit pas forcément toujours le processus. Voilà, donc juste pour dire ça, ouais, ça fait le lien avec ta question de toute façon. Alors, les étapes ou ce qui m'a mené là, je dirais, alors je ne peux pas tout dire parce qu'il y a énormément d'ingrédients. J'ai eu la chance d'avoir énormément d'ingrédients qui m'ont mené là où je suis. Et il y a eu, on va dire, au moins 2 éléments vraiment fondateurs dans ma vie. Il y a mon grand frère. Mon grand frère Guillaume, qui était, parce qu'il est mort cette année, il y a quelques mois, qui était très très lourdement handicapé et qui était le centre d'attention de tous les instants, on va dire, de mes parents et notamment de ma mère, ce qui fait que ses sœurs, ses petites sœurs, passaient nécessairement après. Et donc c'était pour moi cet ingrédient que j'évoquais tout à l'heure, où j'étais dans l'ombre quelque part. Et plus des choses transgénérationnelles où il fallait que la famille soit dans l'ombre parce que sinon il se passait des choses difficiles ou honteuses ou voilà. Et donc c'est mon karma, on va dire, ou mon dharma, c'est de me coltiner l'ombre. Alors l'ombre, c'est à la fois ce qui n'est pas mis en lumière, et puis c'est des poids aussi, hein. C'est des choses un petit peu lourdes. Et alors il y en a dans toutes les familles. Mais bon, comme dans toutes les familles, j'ai eu mon lot. Et puis j'avais une grand-mère qui était une femme extraordinaire et qui avait un petit travers qui aimait remuer la merde. Et qui était d'un naturel extrêmement pessimiste et qui pointait toujours ce qui allait pas. Donc j'ai été bénie, même si je vivais pas avec elle au quotidien, mais j'ai été bénie de cette grand-mère qui vraiment pointait toujours les choses lourdes de nos amis, des relations, de ce qui se passait sur la Terre, et jamais elle voyait les points positifs. Donc ça m'a donné encore plus envie d'être dans la lumière ou d'aller rechercher la lumière et d'être dans cette partie positive et lumineuse de la vie qui existe aussi. Il n'y a pas que la noirceur. Donc au départ, j'étais dans l'ombre. Et puis il y avait des ombres, des choses nauséabondes et douloureuses. Donc ce qui a été pour moi un tremplin pour une quête de lumière, une quête d'allègement de ce qui est lourd et tout ça. Et puis il y a eu un moment quand j'étais ado où je trouvais que la vie avait tellement pas de sens que j'ai voulu mourir. À plusieurs. Alors, j'ai pas fait de tentative de suicide, mais je priais le soir, tous les soirs. Je priais pour plus jamais me réveiller, tellement je trouvais que la vie était insensée, absurde, douloureuse et tout ça. Donc, j'avais cette envie de mourir, et en plus de ça, j'avais l'intuition, déjà toute petite, hein, du haut de mes 7-8 ans, j'avais l'intuition qu'il y avait autre chose après la mort. J'avais même eu des expériences spéciales à ce sujet. Je ne vais pas les évoquer là parce que c'est pas le lieu. Et cette envie de mourir, en fait, elle s'est manifestée contre mon gré longtemps après. Comme si hein, quand on veut absolument quelque chose, ça finit par arriver, même si c'est d'une manière détournée. Et donc par comme je l'évoquais aussi, une tentative d'assassinat. Par le même homme, un psychopathe, on va dire, schizophrène et tout ça, pour qui aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude,
parce que son acte m'a vraiment propulsée vers la vie, en fait, ma vie, qui est le sens de ma vie. Et j'aime bien dire qu'il a fallu que je sois vraiment confrontée de près à la mort d'une façon effrayante pour que je comprenne, en fait, le sens de ma vie. Et que ce sens-là était donc accompagner les autres à trouver le sens de la leur. Et parmi les éléments fondateurs aussi, alors je fais un petit flashback en arrière, comme j'étais fascinée par les mystères, très jeune, bon, j'avais 20 ans, je suis partie en Asie. Je suis partie faire des études de chinois à Taïwan, puis à Pékin, parce que je voulais comprendre les gens qui fonctionnent très différents de nous. C'était une autre manière de décrypter les choses bizarres, quoi. Et c'est là que j'ai découvert le taoïsme, qui est une magnifique philosophie ancestrale donc, qui nous vient de Chine, et qui dit d'une façon simple on va dire des secrets, et qui pour moi étaient les résolutions des mystères de la vie. Alors, je ne veux pas synthétiser le taoïsme ici, mais en gros, très très succinctement, à ma manière à moi, je vais faire un grand résumé. C'est qu'au départ, il n'y a rien, il y a le néant. Et ce néant, en fait, c'est une infinie vacuité qu'on peut appeler divin, qu'on peut appeler conscience cosmique. Les Chinois l'appellent le Wuqi. Et en fait, ce Wuqi est plein d'une énergie qui a une conscience et qui cherche à s'expérimenter dans la matière par la dualité. C'est-à-dire, c'est une lumière, en fait, qui cherche à s'expérimenter par son opposé, par la dualité et des paradoxes. Et donc, l'opposé de la lumière, c'est à la fois l'ombre, et c'est à la fois la matière. La non-lumière, enfin la non-matière, c'est la lumière. Et c'est le socle, en fait, de la méthode que j'ai créée et qui permet, quand on regarde l'ombre, puisque la lumière, en fait, elle a besoin de l'ombre pour se reconnaître, comme le blanc a besoin du noir pour comprendre ce que le blanc, parce que si tout est blanc, on ne peut pas distinguer qu'il y a du blanc, en fait. Donc, pour comprendre le blanc, on a besoin du noir. Pour comprendre la justice ou la justesse, on a besoin d'injustice. Pour comprendre la vérité, on a besoin de mensonge. Pour comprendre ce qu'est l'harmonie, on a besoin de disharmonie. Donc, ça a été vraiment le fondement de mon approche. Donc, voilà un peu les jalons dans le désordre, mais qui font sens, parce que pour moi, ça a été vraiment la réponse au mystère du sens de la vie qui semblait ne pas en avoir à cause de ces épreuves. Et donc, si la vie n'a pas de sens à cause des épreuves, et que pour moi, s'il y a une vie, il y a forcément une utilité, rien n'est un hasard, c'est que c'est les épreuves qui donneraient un sens à la vie. Et donc, me voilà partie à explorer tous azimuts le sens des épreuves, à commencer par les miennes, par un travail introspectif, mais aussi à travers plein de stages de développement personnel, de voyages dans tous les sens, de recherches dans les livres. Donc du coup, j'ai exploré la Kabbale, les mythes grecs, les sagesses Dogon du Mali, les sagesses amérindiennes, tant d'autres, enfin je ne peux pas tous les énumérer ici. Et ce qui était vraiment fascinant, et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment rempli de joie, c'est qu'en fait, elle disait la même chose. Ça disait juste la même chose, d'une manière différente, adaptée aux différentes cultures, d'une manière plus ou moins allégorique, mais ça dit la même chose. L'expérience sur Terre est en fait une expérience spirituelle dans la matière, dans l'incarnation, pour une compréhension incarnée des choses, et la lumière s'envoie elle-même des ombres pour faire son expérience grâce à la dualité. On retrouve ça dans la Kabbale de façon très explicite. On trouve ça même dans les sagesses amérindiennes du type Ho'oponopono. On trouve ça aussi dans les mythes grecs comme celui de Psyché, qui, à travers plein d'épreuves, réussit à trouver l'amour qu'elle n'avait pas trouvé avant. Voilà. Alors, il me restait une grande question qui est toujours là d'ailleurs, et je pense que plusieurs d'entre nous cela se pose aussi quand on cherche la lumière à travers les ombres. C'est pourquoi est-ce qu'il faut vraiment des épreuves pour trouver la lumière, quoi? Est-ce qu'on peut pas avoir la lumière directe? Enfin, ça serait sympathique. C'est sûr, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis,
Et ce qui ressort quand même aussi souvent dans les interviews, c'est que très souvent, pour trouver cette lumière intérieure, en tout cas, et cette direction et cette vie qui fait sens pour nous, et c'est vrai que c'est souvent jalonné de challenges, d'obstacles ou d'expériences pas forcément agréables sur le moment à différents degrés. Et toi, tu as eu, je vais oser dire la chance, puisque tu as dit que tu ressentais de la gratitude aujourd'hui. Ouais. Bon, mais en tout cas, tu as eu l'opportunité de passer à travers quelque chose qui aurait pu être extrêmement grave. Et c'est fou comme avec le recul, souvent en tout cas, ces situations vraiment inconfortables, et on réalise à quel point elles nous ont apporté en fait. Ne serait-ce que d'aller toucher du doigt des ressources qu'on avait en nous, qu'on ignorait, voilà, une force de vie que toi tu ignorais puisque tu priais le soir pour que cette vie s'arrête. Donc, tu as devancé ma question, mais c'est vrai que ce thème des challenges dans la vie, qui sont vraiment inconfortables sur le moment et qu'on n'a pas du tout envie de traverser, très souvent, en fait, quand une fois que c'est traversé et qu'on regarde en arrière, avec plus ou moins de temps, selon la nature et encore une fois le degré du challenge, souvent on arrive à se dire, ou en tout cas, c'est un des messages que j'essaye de faire passer, à quel point, ok, si j'étais pas passée par ça, Et ouais. je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui, en fait, tout simplement. Ouais. C'est comme si ces événements nous rapprochaient de nous-mêmes, vraiment de notre essence et de notre Exactement. véritable nature. Exactement. Comme le disait Carl Gustav Jung, hein, j'aime bien cette citation. Je me souviens plus exactement, mais c'est pour se mettre en vraie quête de lumière, il faut passer par notre obscurité. Mais c'est impopulaire parce que en général, les gens ne veulent pas aller dans l'ombre, ce qui est compréhensible. Et pourtant, c'est là que réside la clé. Et c'est ce que disent aussi très bien les alchimistes, hein. C'est rentrer dans sa terre, dans son monde intérieur, pour distiller le pur de l'impur. Et c'est un peu l'image. L'image que j'aime bien prendre, c'est comme si au moment où on s'incarne sur Terre, on est une âme pure en fait. Bon, alors effectivement, il y a les différents karmas, etc. Mais on est quand même une âme pure à partir du moment où on est dans justement cet espace invisible. Pur amour, pure lumière. Et cette âme pure, elle s'incarne. C'est un peu comme si, en fait, il y avait un cristal pur au fond de chacun d'entre nous qui symbolisait cette âme pure et que pour faire l'expérience que cette âme a choisie, donc par exemple l'expérience, on va dire, de la liberté. Un thème Un très... thème au hasard. Pas du tout dans l'air du temps. Pour faire l'expérience de la liberté, eh ben, il faut vouloir aller vers la liberté. Et donc il faut que ce cristal qui veut incarner la liberté ait été entaché de l'inverse de la liberté. Donc on l'appelle comme on veut, enfermement, abus de pouvoir, abus d'autorité, empêchement, enfin ça peut prendre plein de formes dans l'enfance. Parfois c'est très insidieux parce qu'on s'en rend pas compte, c'est juste l'attitude des parents qui font leur mieux la plupart du temps, qui eux-mêmes ont vécu un certain nombre de choses et qui reproduisent. Hein. C'est comme ça qu'on fait, c'est ça la règle, qui ne demande pas la vie, etc., et qui nous enferme dans quelque chose qui ne correspond pas. Et donc ce cristal, il est entaché en fait de choses qui ne nous correspondent pas et qui nous entravent justement, qui nous limitent et qui nous salient, qui salient le cristal. Donc le travail qu'on a à faire, c'est d'identifier où sont les tâches ce cristal, c'est-à-dire ce qui ne nous convient pas, et qui est très intéressant à regarder parce que bien souvent c'est l'opposé exact de ce qu'on est venu faire. Hein, si je suis venue œuvrer à la liberté, il faut que je passe par la case enfermement. Ça peut être un enfermement psychique, physique, ça peut être plein de choses. Si je veux œuvrer à la liberté, il faut que je passe par la case mensonge. Sinon, j'ai pas le désir d'aller vers la liberté ou vers la vérité. Il faut vraiment que j'ai été privée de quelque chose pour le vouloir et pour le déguster. J'aime bien dire, en référence à mon frère, que si on est privé de ses jambes, et qu'après on les récupère, ce qui n'est pas son cas, parce qu'il n'a jamais eu de jambes. Mais pour ceux qui se sont cassés la jambe, par exemple, hein, si on a été privé de ce marché, on était entravé d'une certaine manière, empêché. Mais après, quand on remarche, on savoure ce fait tout simple de marcher. Et c'est pareil pour la vue, pour l'ouïe, pour plein de choses. Si on a été privé de quelque chose, on en a envie éperdument. Et puis on les déguste beaucoup plus parce qu'on en a vraiment comment dire, on est dans le plaisir de l'utiliser. Mais si personne n'a été privé de marcher, il ne se rend même pas compte
du bonheur simple, fabuleux et de la liberté que c'est de marcher. Donc et voilà. Donc ça, pour reprendre cette image du cristal, ce qu'on a à faire dans ma compréhension, alors peut-être d'autres auront d'autres compréhensions, mais c'est retrouver la texture de ce cristal pur et que pour ça, eh ben, il faut toucher les saletés, il faut les regarder, tiens, elle est comment ça? Ah, tiens, ça, mensonge, ok. Ça, abandon, ah, ok. Si j'ai été victime d'abandon, c'est pas pour rien. C'est que mon âme, quand elle s'est incarnée, elle a choisi de vivre ça, de s'entacher de ça, pour mieux s'en libérer en allant à l'inverse. Hein. Donc l'abandon, c'est le non-abandon, la persévérance, l'accueil, ce qu'on veut. Et c'est aussi qu'on a une expertise de l'abandon. Et c'est ça la transmutation alchimique, c'est-à-dire qu'on va voir en fait la pureté de la blessure. On va enlever la saleté, c'est-à-dire on va voir la blessure sous son jour positif et on va la transmuter aussi dans son opposé. Hein, c'est ça le mariage alchimique de nos dualités. Donc pour reprendre par exemple la blessure d'abandon, parce que c'est quand même assez fréquent, c'est en quête de lien, d'accueil, de rassemblement, etc. Parce qu'on va à l'opposé de ce qui a fait souffrir. Et en même temps, on a une expertise de l'abandon. Et si on a une expertise de l'abandon, quitte à ce que ça ait fait mal, c'est qu'on a à l'utiliser. Et on peut utiliser l'abandon dans sa version lumineuse, c'est-à-dire abandonner ce qui ne nous convient pas, par exemple. Oser faire le deuil avec l'ancien. Mais ça peut être aussi récolter des objets abandonnés pour les recycler, ça peut être aussi recueillir des animaux abandonnés ou percevoir ce que les gens ont abandonné comme chose importante à l'intérieur d'eux et que ça forme des aptitudes particulières, doublées d'envie et de besoin d'utiliser nos blessures, donc en l'occurrence l'abandon, dans ses versions jolies et opposées et de toute façon lumineuses. Et si on ne le fait pas, ou si on ne le fait pas assez intensément, à ce moment-là, on aura des alliés qui viendront nous prévenir qu'on n'est pas tout à fait dans notre dharma. Et ces alliés, en général, ils prennent la forme de grands méchants loups, avec peut-être un pacte avant notre naissance, pour nous faire une petite pichenette sur les fesses, là, en disant coucou ma jolie, là, ou mon joli, t'es pas tout à fait dans ton axe. Et ils le font pas, souvent ils le font pas forcément en nous faisant une petite caresse gentille sur la joue. Ils nous font des véritables crocs en jambes pour justement qu'on réagisse et qu'on se mette dans notre juste voie. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui nous éprouve parce que ça a du sens sur là où on est censé aller. C'est toujours nos blessures, nos emmerdeurs, que ce soit au niveau individuel dans notre famille ou dans ce qui nous arrive avec nos collègues ou nos frères et sœurs ou dans la rue ou paroxysme de chez paroxysme au niveau planétaire, parce qu'en ce moment on a un très joli paroxysme qui vient réveiller des blessures chez chacun, donc on ne sait pas tous les mêmes. Pour certains, ça va être des blessures d'enfermement, pour d'autres, ça va être des blessures de mensonge, de manipulation, de pollution, d'intrusion, chacun, ou tout ça à la fois, c'est pas rare. Et ça vient nous chercher là où on a transformé des blessures pour être dans notre juste voie. Ouais. Ouais, c'est tellement intéressant tout ça. Je pourrais t'écouter parler des heures parce que ça me parle énormément et je trouve que c'est un tellement bon rappel en fait de à quel point finalement dans la vie il n'y a rien qui est fait par hasard et encore une fois ces choses inconfortables et ces pichenettes comme tu as dit ou ces croche-pieds en général ils sont juste là pour nous réaligner, nous ramener sur ce chemin qui nous est propre et donc si on apprend à voir les obstacles et les challenges comme ça, qu'est-ce qu'on peut avancer peut-être un petit peu plus vite, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Et oui, oui. Et alors, la physique quantique le dit et les sagesses anciennes le disent, en fait, on est tous interconnectés. C'est comme si on était tous des parcelles de lumière, en fait. Hein. On est tous des petits bouts de cette lumière universelle, densifiée en matière, sous forme d'une âme chacun, qui vient s'incarner dans un corps humain pour faire une expérience. Mais in fine, on est vraiment tous connectés. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des pactes qui se sont faits avant. Alors, bon, c'est une supposition. Je l'avais lu, tu dois connaître le livre
Conversation avec Dieu, dans le troisième tome de Neale Donald Walsch, il y avait cette anecdote qui m'avait complètement bouleversée d'une petite âme qui cherche à s'incarner pour expérimenter le pardon. Et du coup, il faut qu'elle amène avec elle une âme extrêmement éveillée, extrêmement noble, pour qu'elle puisse l'aider à expérimenter le pardon. On ne peut pas expérimenter le pardon tout seul. Donc ça sous-entendait que cette âme particulièrement élevée accepte de faire quelque chose de pas sympa à l'autre pour que l'autre puisse expérimenter le pardon. Et en fait, on peut le voir aussi d'une autre manière, c'est que c'est très bien dit aussi par les alchimistes et la physique quantique, et ça a été dit quelque part par Gandhi, c'est que en fait, on est un microcosme qui rayonne une énergie. Et cette énergie a pour propriété de se matérialiser à son identique. C'est le phénomène de loi d'attraction, par exemple. Donc, si je rayonne, moi, la notion de colère, par exemple, eh bien, je vais attirer à moi, je vais matérialiser la colère. C'est vrai qu'on en ait conscience ou pas, parce que l'énergie qui est dans notre corps, elle est encore plus puissante que l'énergie qui est dans notre tête, ce qu'on peut appeler l'inconscient, hein, le corps, comme disait Lacan. Et donc, si je rayonne la colère sans même le savoir, je vais attirer à moi des situations conflictuelles, ou des gens qui sont en colère contre moi, ou moi des occasions d'être en colère. Ce qui fait qu'on peut voir les autres, le monde extérieur, le macrocosme, comme le reflet de son propre microcosme, à la fois de ses lumières et de ses ombres. Donc pour les lumières, c'est super, tout va bien, mais quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, que ce soit des petites choses pas sympas ou des choses terribles qui nous révulsent, qui nous révoltent grandement, comme le dit la tradition Ho'oponopono, c'est un indicateur de quelque chose d'analogue qui est en souffrance à l'intérieur de nous. Et donc, chaque ennemi, entre guillemets, chaque grand méchant loup, que ce soit une situation ou une personne, qui nous importune et qui nous provoque des émotions vives, comme la colère, la peur, la tristesse, l'affliction, c'est des indicateurs de choses qui sont dans notre ombre, c'est-à-dire en nous, dans notre corps, une énergie qui vibre et qui appelle à être apaisée, accueillie, exprimée et transmutée. Donc si je suis, par exemple, en ce moment, très affligée par la séparation, par exemple, des faits sociétaux qui font que ça sépare les gens, c'est qu'en moi, j'ai une blessure de séparation, de division vive. Je peux en parler parce que moi, c'est une des choses qui me peine le plus dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un clan et l'autre qui s'opposent. Qui a raison, c'est pas le sujet. Mais il y a des gens qui s'opposent. Ils n'ont pas des vérités identiques et ils s'opposent et ils se divisent dans les familles, dans les couples. Enfin, c'est vraiment dur, hein, je trouve ça. Ouais. Ça m'émeut, tu vois, quand j'en parle. Donc ça veut dire que moi, j'ai une blessure de division à l'intérieur de moi. Je n'ai pas à culpabiliser de ça. Cette blessure de division, je m'en suis imprégnée quand j'étais petite. Quelle que soit la raison, je m'en suis imprégnée. Et donc, elle vibre à l'intérieur de moi. Et bien souvent, cette division, c'est une division entre, on va dire, le yin et le yang. C'est-à-dire le masculin et le yang, c'est le masculin, et le yin, c'est le féminin. Symboliquement, c'est la tête et le corps. Et tout ce qu'on s'inflige plus ou moins consciemment et sans culpabiliser de quoi que ce soit, parce qu'on a été imprégné, donc on s'inflige soi-même de ça. Si j'ai vécu de la division, je vais tendancement à me diviser. Et si je rayonne la division, à ce moment-là, je vais induire. Je vais induire la division. Et que cette division, bien souvent, dans beaucoup, beaucoup de blessures qu'on a, qui sont en rapport avec féminin masculin ou avec introspection, ombre et lumière et tout ça, c'est des blessures en lien avec la tête et le corps. La tête, c'est le yang, c'est le contrôle, le cerveau qui contrôle, donc qu'on peut assimiler par exemple à un chef d'État ou à un patron. Et le corps, le cœur, les ressentis, ce qui ne se voit pas, c'est l'ombre en fait, c'est le yin, c'est le féminin. Que je peux avoir une division, c'est bien séparé. Il y a le corps qui vit sa vie de son côté par exemple, ce qui est un peu mon cas, que j'y travaille depuis des années, et la tête qui contrôle tout, qui a besoin de comprendre, de logique, de rationnel, etc. Et bien souvent ça à l'intérieur de soi, c'est divisé, en tout cas ça l'est en moi. Donc ce qui m'anime pour œuvrer à l'union et au mariage alchimique de nos dualités, entre autres.
Mais ça m'interpelle parce que quand je vois ça, à quel point ça m'afflige, c'est que j'ai encore cette blessure-là à résoudre en moi. Mhm. Ouais, mais c'est ça qui est chouette à rappeler aussi, c'est qu'on peut vivre son dharma, être sur ce chemin qui nous est propre et travailler à se découvrir encore. Enfin, j'aime pas tellement ce terme de travailler, mais bref, réaliser que ouais, qu'il y a encore du part d'ombre et que qu'on Ouais, est en chemin en fait. On n'arrive jamais finalement. C'est pas une ouais. destination dharma, c'est vraiment un chemin. Découvrir, explorer, ouais. Ouais. C'est ce Est-ce que que pardon, pardon. vas-y. Je te coupe. Je voulais juste dire, c'est ce que je dis souvent parce que j'accompagne beaucoup de coachs à leur, ben, à développer leur dharma, leur propre singularité d'être, etc. C'est bien souvent, il y a le syndrome de l'imposteur, d'illégitimité. Mhm. Et elles n'osent pas, tant qu'elles n'ont pas complètement purifié et exploré, elles n'osent pas agir. Ouais, mais dans ces cas-là, il n'y aurait aucune thérapeute si on avait tous fini notre exploration de nos profondeurs. Et donc, je crois qu'en plus, quand on a commencé à explorer, comme c'est un puits sans fond et que c'est passionnant, même si c'est pas toujours agréable, mais il y a quand même de magnifiques joies, je crois qu'on peut œuvrer à notre Mhm. vocation, même si on n'a pas fini le travail. De toute façon, il faut peut-être plus qu'une vie. Donc voilà, autant se lancer dès le début à faire des choses Ouais. et continuer à travailler sur ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, et cette citation qui m'avait beaucoup, beaucoup parlé, euh, c'était en anglais, ça disait You can be a masterpiece and a work in progress at the same time. Ce qui veut dire Mmh, on peut être une œuvre d'art et une œuvre en chantier en même temps, en fait. bien sûr. Encore une fois, parce qu'on est multifacette et que, ouais, on peut avoir trouvé ou nettoyé ces zones d'ombre, comme tu as dit, sur certaines parois de ce diamant, mais d'en avoir encore, et c'est OK, ça ne nous empêche pas de briller déjà de ce côté-là, en fait. De toute façon, on brille. Simplement, on ne le voit Et pas. oui, ouais. Je recommande à chacun de relire, j'aime bien donner cette posologie médicale, de relire le discours de Marianne Williamson, le discours de Nelson Mandela, parce on est des morceaux de conscience cosmique, donc on est à la base de la lumière, c'est juste qu'on est recouvert d'un peu de fumier, mais ce fumier va donner des fleurs, donc de toute façon tout va bien. Et oui, oui, oui. Est-ce que pour revenir un petit peu à ton histoire et ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes, alors tu en as déjà évoqué deux, ton frère et ce monsieur qui était pas forcément plein de bonnes intentions, mais Ouais. qui t'a permis de te révéler à toi-même aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, alors peut-être pas forcément dans le difficile, aussi d'autres personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont aidé à avancer sur ce chemin de ton dharma à toi? Oui, alors il y a des personnes dans l'ombre et des personnes dans la lumière. Quand je dis dans l'ombre, c'est des Ouais. personnes qui m'ont vraiment gloops, qui m'ont Mhm. vraiment broyé le cœur. Notamment un grand chagrin d'amour il y a une trentaine d'années, un peu moins, 25 ans, qui m'a vraiment scotché par terre, et qui m'a redonné envie de mourir. Mhm. Mais cette personne-là a été aussi un catalyseur, donc là on est en 97, a été un catalyseur pour chercher le sens, parce qu'il fallait que je me raccroche à quelque chose, hein, pour que plus rien n'avait de sens. Et c'est vraiment à ce moment-là, bon, j'avais commencé avant, j'avais commencé en 93, j'étais aussi parsemée de morts, là, parce que j'ai un ami d'enfance qui a été mort, assassiné, pour le coup, lui. Mhm. Et là, ça a été le début de mon travail introspectif. Donc, on va dire que cet ami, qui est le fils de ma marraine, Laurent, quand il est mort, ça m'a propulsé sur un chemin d'introspection. Et puis en 97, donc ce chagrin d'amour. Et alors que j'étais au plus mal, j'ai demandé de l'aide à mon oncle, qui est pour moi un grand érudit, qui est astrologue, morphopsychologue, acupuncteur, euh, qui m'a été une inspiration pour moi dans mes études d'acupuncture, dans les années 2000. Et quand je lui ai demandé de l'aide, il m'a dit un truc horrible, mais horrible, que j'ai compris 10 ans plus tard. Il m'a dit, dis-moi par où il faut que je cherche, parce que là, c'est pas possible, ça va être trop dur, je ne sais pas où je dois chercher pour me trouver. Je sais pas Et il par où m'a commencer. répondu, Mhm. hein?
Oui, que toi, tu savais pas par où commencer. Ben non, j'avais Ouais. besoin d'aide, tu vois. Mm. Et en guise d'aide, il me répond cette phrase de la Bible. Cherche et tu trouveras. Sur le moment, c'était vachement dur à recevoir. Moi, je voulais une piste, je voulais Mm. une perche, je voulais quelque Mm. chose à quoi me raccrocher. Il aurait pu me dire, essaye l'acupuncture, essaye la morphopsychologie, essaye ce qu'il avait éprouvé lui. Et je trouve que c'est d'une grande sagesse, avec le recul d'aujourd'hui, de dire, cherche. Et on trouve d'ailleurs, j'ai trouvé par hasard, un jour où j'étais perdue, un petit bouquin est tombé de l'armoire et ça s'est ouvert à une page où ma mère avait marqué au crayon: c'est en cherchant le chemin de notre bonheur que nous trouvons ce pourquoi nous sommes faits. C'est Mm. une phrase de Richard Bach, qui est l'auteur de Jonathan Livingston Le Goéland, et on retrouve ça dans le petit bouquin qui s'appelle, je crois, Illusion, Ok. ou Le Messie récalcitrant, qui est un petit bouquin tout petit, très sympa. Donc voilà, il y a mon oncle sur mon chemin. Mhm. Et puis après, il y a des personnages qui ne sont pas forcément des proches. Euh, on va dire qu'il y a aussi une personne que j'appelle ma marâtre, comme dans Blanche-Neige, qui m'a fait me poser énormément de questions sur la psychologie humaine et la méchanceté. Euh, à qui j'en veux pas, hein. Pour moi, c'est un petit diablotin sur mon chemin qui m'a fait énormément grandir et qui a été un des contributeurs sur mon chemin. Et puis, il y a eu des personnes plus lointaines. Et parmi les personnes qui m'ont vraiment provoqué des quasi-extases quand je les ai écoutées, il y a Greg Braden, Mm. il y a Nassim Haramein, Mm. il y a Patrick Bernsteinas, D'accord. il y a Marguerite Cardoz. Enfin, je pourrais en citer plein parce qu'il y a tous les grands sages dont j'ai découvert les sagesses dans mes lectures. J'ai aussi adoré Jérémy Narby, si vous le connaissez, qui a écrit Le Serpent cosmique Mm. à la fin des années 90. Et ça a été une bouffée de respiration. Et ce qui m'a plu là-dedans, et c'est parce que je pense que ça avait un lien avec mes blessures, c'est qu'il fait le pont entre des sagesses amérindiennes très expérimentales, hein, très incarnées et très dans le chamanisme. Hein, donc c'est les cérémonies où on se retrouve propagé dans l'invisible, où il y a les plantes qui parlent, bon, des trucs un peu dingues, quoi, que j'ai expérimenté par moi-même après. Mm. Et il fait le pont entre ça et la science. Et c'est ce qui m'anime aussi, moi. C'est-à-dire que la science, hein, avec des protocoles vraiment carrés, aujourd'hui, permet de corroborer ce que disaient des sagesses anciennes, en lien avec des spiritualités ancestrales et tout ça. Et quand il y a ce pont qui est fait, c'est pour ça que j'aime Greg Braden, c'est pour ça que j'aime Nassim Haramein, c'est pour ça que j'aime Marguerite Cardoz. Tous ces gens qui sont à la fois des scientifiques et qui ont une âme sensible et qui font des ponts avec la spiritualité. Mais mon Dieu, mais merci. Parce Mm. que on ne peut pas opposer la science et la conscience, la reliance à l'invisible et le rationnel. C'est justement en alliant les deux qu'on trouvera la vérité. Sinon, la vérité, elle est parcellaire. C'est pas les scientifiques qui ont raison. C'est pas les spiritualistes qui ont raison. La vraie justice, la vraie justesse, la vraie union, c'est l'alchimie des deux. C'est l'âme qui agit dans la matière. Et on ne peut pas les opposer. Elles sont ensemble. C'est d'ailleurs notre esprit qui s'est incarné dans la matière, dans la chair. C'est de la matière quelque part, même si on est 1% de matière à peine par rapport à l'énergie. Mais en gros, c'est comme l'alchimie des deux qui compte. Voilà, donc les personnes qui m'ont inspiré bien souvent, c'est celles qui font le pont entre la conscience et la science. Ouais. Et qui ont, j'imagine, comme toi, cette énergie de quête et de vérité à trouver derrière ces mystères. Oui, de comprendre les rouages de l'univers. C'est quoi la vie sur Terre? Comment ça fonctionne? Encore une fois, hein, qu'on parle d'une fleur, qu'on parle de la reproduction, qu'on parle de la raison pour laquelle il y a des guerres au Moyen-Orient. Tout ça, c'est des mystères et que les scientifiques décryptent à leur manière et on va dire les spiritualistes, pas un très joli mot, mais les gens spirituels. Euh, et, et voilà, donc relier les deux.
relier la matière à la spiritualité. Et j'ai adoré, avant de quitter le monde de l'entreprise où j'ai travaillé 26 ans dans un grand groupe industriel, j'ai adoré justement rajouter cette fibre sensible. Hein, sur la fin, j'ai même fait méditer 6000 personnes dans ma boîte, alors pas tous ensemble, par petits groupes, apporter le sens, l'utilité des émotions, en plus de l'écologie et tout ça. Et dans le monde du sensible, du bien-être, de la spiritualité, de la méditation, bien souvent, c'est des personnes pour qui l'argent est un peu caca, que ce soit conscient ou pas. Mais la matière, la chose matérielle, dans le sens matérialiste, c'est caca. Hein, non, c'est pas noble. Ce qui compte, c'est le cœur, c'est l'âme, etc. Et c'est pas juste non plus. Si on est que dans la science, que dans le cartésien, ou si on est que dans la spiritualité, il manque un truc. Puisque justement, l'idée, c'est d'allier les deux. Et donc, Oui. ça m'a animé un temps aussi de faire en sorte que ces gens qui ont des belles spiritualités, vraiment des belles idées, puissent l'ancrer et la matérialiser. Alors, gagner de l'argent, c'est pas tellement le but en soi, mais matérialiser, mettre l'âme en action quelque part. Ouais. Ouais. Ça me rappelle quelque chose que je dis souvent dans les cours de yoga, c'est à la fois de s'ancrer à la terre et de sentir ses racines profondément connectées à la terre et en même temps être connecté aussi au ciel, aux étoiles, à l'éthérique C'est et de exactement, réaliser qu'on est un trait d'union entre les deux en fait. c'est exactement cette image-là. Et puis pour avoir expérimenté ton yoga avec Délice, ou le yoga en général, puisque je fais du yoga depuis une quinzaine d'années, Euh, c'est un très bel exemple, je trouve, de l'alchimie esprit-matière. Parce que non seulement il y a cette connexion tertielle, comme le disent les taoïstes, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, Mhm. mais en plus il y a le mouvement. Ouais. Alors certes, il y a des postures qui sont un peu statiques, mais on met le corps en mouvement. Alors le Qigong ou le Tai Chi sont aussi des beaux exemples de ça. Mhm. Hein. Et donc, ouais, c'est cette mise en mouvement, c'est connecter, ne pas diviser, c'est vraiment connecter, alchimiser l'esprit et la matière et la mettre en mouvement. Ouais. Hein, et le mouvement, c'est motum en latin. C'est ce qui a donné moteur, hein, qui propulse, qui fait bouger et qui a donné émotion aussi. C'est-à-dire que c'est Mhm. nos émotions, et notamment nos émotions douloureuses, nos émotions heureuses aussi, qui nous propulsent. C'est le moteur pour se mouvoir. Et la vie, c'est le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, s'il y a équilibre parfait entre yin et yang, par exemple, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de mouvement, et à ce moment-là, il n'y a pas de vie parce qu'il n'y a pas de mouvement. La vie, c'est le mouvement. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation et tout ça. Et donc, quand il y a équité parfaite et qu'il n'y a pas de mouvement, il y a immobilité totale. Et à ce moment-là, on est dans le monde de l'au-delà. On n'est pas dans le monde de la vie, on est dans le monde symbolique de la mort, c'est-à-dire dans le monde de l'esprit, on n'est pas dans le monde de la matière. Et donc, c'est pour ça que l'imperfection génère le mouvement, le déséquilibre génère cette quête d'équilibre, la disharmonie génère cette quête d'harmonie, et l'harmonie parfaite n'est pas de ce monde, et la perfection n'est pas de ce monde. Donc pour tous ceux qui, comme moi, étaient en quête de perfection pendant longtemps, réjouissons-nous d'être de l'imperfection, parce que de toute façon, c'est impossible d'acquérir la perfection, et même si on le sait, se le rappeler que la perfection, c'est le monde de l'au-delà auquel on ira un peu plus tard. Pour l'instant, on fait une expérience ici-bas, sur la Terre, pour mieux savourer ce qu'est la perfection Ouais. ensuite. Ouais, c'est comme cette perfection qu'on pourrait identifier avec une ligne droite par rapport à des lignes comme ça. Souvent, on dit, voilà, mon chemin spirituel, il ressemble. Et en fait, quelqu'un m'avait dit une fois, paraît qu'il n'y a que deux lignes droites qui existent dans la vie. La première, c'est l'horizon, sauf qu'en fait, bah, l'horizon n'est qu'une illusion, puisque quand Ouais, on continue d'avancer, bah, on n'atteint jamais. ouais, ouais, Et la deuxième, bah, c'est l'encéphalogramme plat une fois ouais. qu'on a transitionné. Donc voilà, cette ligne droite, cette perfection, comme tu l'as dit, n'existe pas. Mais c'est vrai qu'on est tous dans une quête un Oui, peu de perfection. Et ouais, c'est toujours cette citation que ce qui compte, c'est pas le but, c'est le point d'arrivée, mais c'est vraiment le voyage le et le chemin. chemin, quelles que soient les formes Mm, qu'ils prennent. mm. Ouais. Euh, j'aime bien terminer, on arrive sur la fin, il y a encore quelques questions, mais euh, j'aime bien terminer avec tout ce qui touche aux synchronicités.
Mhm. cette notion de flow, quand justement, vraiment, on se connecte à la version la plus alignée, encore une fois, pas parfaite, mais en tout cas aussi alignée que possible à notre vérité, et que tout d'un coup, on sent que les choses se mettent en place, on fait les bonnes rencontres au bon moment, etc. Est-ce que, est-ce que toi, tu aurais justement des exemples, des expériences à partager qui t'ont marqué, petites ou grandes, mais d'événements dans ta vie qui t'ont fait te dire, ah, ok, là, Mhm. je suis en bon chemin, je suis sur la bonne direction. Oh, j'en ai plein, Perrine. J'en ai plein. Oui, Si tu savais à quel point j'en ai. ben Euh, ça, tu vois, c'est typiquement, c'est ce que je dis, c'est ce par quoi je commençais. En fait, la vie ne pourrait être que ça, en fait, parce que ce flot de la vie, ce mouvement dont on a parlé, la vie, je crois que c'est Deepak Chopra qui dit ça, que la vie, quand on est vraiment dans ce flot, quand on est vraiment aligné, euh, eh ben, la vie n'est que ça, en fait, hmm, une synchronicité après l'autre. hmm. Bon, seul, je sais pas si tu en as deux, trois qui te Oui, viennent là spontanément, sans j'en ai une réfléchir. assez ancienne qui est assez éloquente parce que ça a été, on va dire, un de mes premiers propulseurs très forts. Mhm. Et quand j'avais 18 ans. Je voulais être médecin. En fait, je voulais être neuropsychiatre. Je voulais comprendre les interactions entre la tête et le corps, tu vois, déjà. Mhm. Déjà à l'époque. Donc, je voulais être médecin. Et puis, quand j'ai compris que je pourrais jamais être médecin parce que je m'évanouissais dès qu'il y avait du sang, Mhm. que je me sentais mal dès qu'on parlait de boyaux, que je m'évanouissais quand je regardais un film sur l'accouchement, enfin dès qu'il y a du sang, qu'on en parle, même en lisant des choses, je me suis évanouie, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça en première année, de triturer des macabées, des trucs comme ça, c'est pas possible. Donc, et je suis tombée malade, Mhm. hein, maladie sans doute psychosomatique, et bon, personne ne savait ce que j'avais. Et pendant que j'étais malade, j'ai eu à peu près 8 ou 9 synchronicités avec la Chine. Mhm. Un livre, quelqu'un qui revient de Chine, quelqu'un qui avait fait les Langzhou, un acupuncteur qui vient me soigner à domicile, un restaurant chinois qui s'invite aussi en guise de repas. Tout ça pendant que j'étais malade. Un truc de fou, quoi. Mhm. Alors que moi, la Chine, c'était loin de moi, quoi. Et quand je rentre au lycée, premier cours, géographie, la Chine, modèle des pays en voie de développement, point d'interrogation. Et alors là, j'étais secouée, quoi. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette histoire de la Chine qui me submerge de partout? Et à ce moment-là, j'entends parler des langues que j'en avais entendu parler quand j'étais malade. Je ne savais même pas que ça existait, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc je m'intéresse au truc, on n'avait pas Internet à l'époque. Et j'ai des infos, et bref, je suis partie faire des études de langues orientales, japonais, chinois, civilisation. Hein, et puis je suis partie en Chine juste après. Donc ça, c'est énorme, quoi. Vraiment très, très grosse. Et puis j'ai une autre, alors j'en ai une autre plus proche, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est très intime, ça concerne la mort de mon frère, mais c'était auréolé de synchronicité incroyable la veille de sa mort. Donc moi, je vais garder ça pour moi ce soir. Mhm. Euh, Sinon, ben, il y a un an et demi, une synchronicité, parce qu'à l'époque, je travaillais à mi-temps en fait pour mon entreprise. Et pour moi, pour mes coachings, mes conférences et tout ça. Et à un moment donné, je fais un rituel pour me désentraver de la matrice. Alors, c'était mon langage à moi, mais en fait, j'étais dans cette entreprise depuis 26 ans. Je savais qu'il fallait que j'en parte, que c'était plus mon dharma, qu'il avait changé. Mais je n'y arrivais pas parce que j'avais peur. J'avais peur de l'insécurité, et puis c'était au-delà de l'insécurité financière. Mais j'ai toujours connu ça, en fait. Moi, avoir un salaire, un bon salaire en plus, tous les mois. C'était ma prison dorée, en fait. Tu vois, qu'est-ce que je vais devenir, moi, et puis de patron, tout ça. Alors, évidemment, il y avait une partie qui était irrationnelle, parce que je rêvais de ne plus avoir de patron. Mais j'avais l'impression que cette goutte de lait de salarial qui tombe chaque mois, c'était vachement compliqué pour moi de m'en défaire, d'être dans l'incertitude, dans le jour, de savoir que j'aurai pas d'argent qui va tomber dans 2 ans, 3 ans, etc. Et donc, j'ai fait un rituel pour couper le lien avec une matrice toxique. Tu peux symboliser la mer. J'adore ma mère, hein, c'est pas du tout la mer toxique, mais ça peut être une partie de la mer toxique, même si on a une mer géniale. Donc j'ai fait ce rituel-là avec 2 boules de cristal, j'ai brûlé un fil.
Et voilà. Et quelques jours après, j'ai une espèce de message qui me transperce le corps d'une manière très agréable alors que j'étais sur la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe, et alors que ça faisait 7 ans que je voulais partir mais que j'osais pas. J'ai eu une espèce d'injonction ou une évidence ou un message angélique, je ne sais pas le dire parce que ça n'a pas de mots, qui disait c'est aujourd'hui que tu pars. Et là, c'était tellement évident, pas de peur, c'était juste une évidence. Youpi, d'accord, ok, c'est Et maintenant. aujourd'hui, je décide de partir, c'est maintenant. Et donc j'ai appelé ma hiérarchie, 1 heure après, j'ai dit je pars. Le 11 mars 2020. À peine une semaine plus tard, on est confinés et on est tous éjectés de la matrice. Confinement, télétravail, machin, etc. Donc en décidant de m'extraire de la matrice me met à distance par voilà, des synchronicités qu'on connaît, du Covid, de machin, et à me rapprocher de ma matrice, ma mère. Parce que j'ai été confinée avec elle et avec mon frère. Et dans mon rituel, j'avais enlevé le lien toxique avec la matrice. Hein, symboliquement, pour moi, l'entreprise, c'est un peu comme la maman qui donne sa goutte de lait chaque mois, qui nous rassure et tout ça. Et dans mon rituel, j'avais pris soin de couper net la toxicité, mais de remettre un lien d'amour énergétique entre moi et la matrice, qu'on parle de l'entreprise ou le monde de l'entreprise, parce que j'en ai besoin dans mon business, avec le monde de l'entreprise, ou ma propre mère. Donc je pensais pas, franchement, je pensais pas que je pourrais rester plus de 6 semaines, et maintenant, en fait, ça fait 1 an et demi avec ma mère. C'était pas envisageable. Mais là, une relation magnifiquement fluide, d'amour, de complicité, qui était déjà présente, parce que ma mère, c'est quelqu'un d'absolument génial, mais il y a toujours des petits trucs qui restent, des petits trucs qui frottent. Et donc voilà, la synchronicité. En plus, je quitte le fait d'être amatrice de mon activité professionnelle parce qu'elle n'était pas à plein temps, pour devenir vraiment expert, avec ou sans jeu de mots. Donc j'arrête la matrice. Je quitte la matrice pour devenir quelqu'un de plus assumé dans mon activité à faire à plein temps. Voilà, une autre synchronicité. Magnifique. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup de tous ces partages. Est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent en live ou en replay pour se mettre en chemin sur leur dharma? Alors, je pourrais leur dire, je pourrais vous dire, regardez vos ombres, elles ont quelque chose d'intéressant. Et en fait, ce soir, là, spontanément, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Parce qu'au début, je disais, je suis en quête de sens. Et je vous ai dit aussi que j'étais un peu, pour des raisons qui sont liées à mon enfance, j'ai été coupée de mon corps. Et donc coupée de mes sens. Et donc chercher le sens de la vie, ou se connecter au sens de sa vie, ça peut passer par se connecter à ses sens. Et nos sens, ils sont dans notre corps. Et si on ne fait pas ce mariage alchimique, ce tandem à équité de notre yin et de notre yang, de notre corps et de notre tête, les deux sont géniaux. La tête, elle a son utilité, heureusement, mais le corps, souvent, il est fonctionnel. Et donc, j'ai vraiment envie de partager le travail que je fais en ce moment, moi. J'ai vraiment pas abouti, mais je suis vraiment en processus. Et je vois à quel point c'est délicieux, certes long, mais délicieux et puissant. C'est se connecter à vos sens, à vos sensations. Donc, prendre le temps, au moins une fois par jour, même si c'est que 1 minute, de fermer les yeux et d'être dans le ressenti corporel. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ou dans mon cœur? C'est pas une question de réussir à le faire, c'est une question d'être dans le processus et dans cette intention, d'être en connexion avec son corps et des sensations qui sont dans son corps. Voilà. Parce que si on fait ça, c'est un acte symbolique très fort qui signifie je m'unifie à moi-même et je fais ce mariage alchimique entre mes dimensions masculines et mes dimensions féminines à égalité. Parce que c'est ça qui finira par rayonner dans le monde et dans sa propre vie, cet équilibre
entre âme et matière. Cette alchimie, cette union, voilà, et cette mise en mouvement de l'esprit qui est dans notre corps, puisque notre âme, elle est dans notre corps, entre autres. Ouais, merci. J'adore ce genre de conseils parce que c'est à la fois hyper profond et en même temps tellement simple. Ouais, c'est à portée de main. Quand C'est on à dit le portée de main de tout le monde, même pour ceux pour qui, tu vois, la notion d'âme ou de spiritualité fait pas, tu vois, encore forcément partie de leur quotidien ou de leur... on a tous un corps et ouais, de comprendre qu'il se passe tellement de choses au niveau de notre corps et que bah, ça passe aussi par la tête, de ressentir avec le système nerveux. Donc ouais, c'est cet équilibre entre la tête et le corps et ouais, juste de réapprendre à ressentir, à écouter ce qui se passe au niveau de notre corps. ouais, Je pense que c'est ouais, ouais. c'est La, la, hyper la- important pour s'écouter et du coup écouter ce vers quoi on est appelé en fait. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai mis du temps à comprendre ça, si tu savais, Perrine, mais j'ai mis du temps. Moi, j'étais que dans la tête. Mm. Et puis j'étais dans l'incompréhension, tu vois, je cherchais le sens, j'étais dans Mm. l'incompréhension, mais l'incompréhension, c'est l'incompréhension de mon corps qui Mm. n'était pas compris dans ma vie. Mm. Donc hein, j'ai bien avancé depuis, je suis pas encore au bout. Hein. Mais ce, la vraie spiritualité, elle est incarnée. Mhm. Être dans le, le néant comme ça, ce sera, on peut le faire. Hein, et c'est fait partie du processus. Hein. La méditation, c'est juste génial. La quête de lumière, c'est juste génial. Mais si on passe pas par l'ombre qui est pas là, on va dire, dans le sens quelque chose qui va pas, mais l'ombre, c'est le corps, c'est le yin. C'est ce qui ne se voit pas, ce qui est à l'ombre de la lumière. Donc c'est bien notre corps, c'est nos sensations. La vraie spiritualité, elle est incarnée dans le yin, dans le féminin, c'est-à-dire dans le corps. C'est ça, les pieds sur terre. Si on Mhm. n'est que la tête dans les étoiles ou dans le mental, on est déconnecté. Et il y a Mhm. division. Et il y a division dans notre monde. Ouais. Ouais, et encore une fois, c'est pas l'idée, c'est pas trouver la perfection, mais la danse entre les deux, en fait. Exactement. Mm. La danse, le mariage alchimique du yin et du yang. Ouais. Et comme tu l'as dit, c'est tellement simple. Alors, je précise, c'est simple, mais j'accompagne des personnes à ça. Comme quoi, on peut accompagner des personnes à quelque chose alors que soi-même, on a du mal à le faire. Euh, et bien souvent, il y a des personnes qui, au tout début, n'ont pas de sensation. Et donc, elles Mhm. désespèrent parce que bah non, j'y arriverai pas, c'est pas mon truc, j'y arriverai jamais, ça les énerve et tout ça. Mais c'est comme quand on a appris à lasser ses chaussures. Les 4-5 premières fois, c'était pas si facile. Puis aujourd'hui, on s'en rend même plus compte quand on fait nos lacets. Là, c'est pareil. C'est la persévérance. C'est le processus qui fera. Comme quand on marche. Hein, quand on marche, mais il paraît qu'on tombe 2 ou 3 000 fois quand on est bébé, quand on apprend à marcher. On s'en souvient pas, mais on n'a pas marché du premier coup. Voilà, c'est un petit pas, puis un autre. Puis le processus, à un moment donné, ça viendra. Il y a quelque chose qui va se déclencher. L'idée, c'est de le faire avec cette belle intention. Je me connecte à mes profondeurs, je me connecte à moi-même, à mon corps, à ma matière. Ouais. La pratique et l'intention. Mhm. Ouais. Exactement. Super, bah écoute, vraiment merci beaucoup. Tu as transmis beaucoup, beaucoup de choses ce soir. C'était très profond. J'espère que ça parlera à tout le monde autant qu'à moi. J'étais fascinée, même si on a déjà eu ces conversations, mais Ouais. je ne m'en lasse pas. Est-ce que pour terminer, il y a une actualité en particulier que tu aimerais partager, des projets du moment, des choses, des endroits où on peut te retrouver? Bah, il y a mon livre, je suis dans Mhm. les finitions là, c'est ouf. C'est difficile, les finitions, parce que ça me demande un lâcher prise, parce que je dois faire des coupes franches, là on me demande de retirer 150 pages. Ah, Alors c'est vraiment dur, mais voilà, je lâche prise et je me dis que tu vas en l'éditrice, écrire un deuxième. c'est mon deuxième, oui, c'est mon deuxième livre. Alors, le premier s'appelle L'effet chrysalide. Le deuxième devrait s'appeler Transformer ce qui vous plombe en trésor. Il va sortir le 26 janvier. Mais On du coup, aura... tu auras un troisième alors. Tu as déjà un troisième qui sera quasi prêt si tu as 150 Oui, pages c'est ça. déjà. Ouais,
Donc voilà, c'est mon actu du moment. Je suis presque que focus là-dessus pour donner naissance à ce bébé qui a pris, on va dire, 9 mois de gestation, mais on va dire c'est 30 ans d'exploration. Et qui Et j'ai sort pas eu quand, du coup, pardon? d'enfant, tu vois, mais j'ai fait ce bébé là. Voilà, on transmet à chacun à notre manière. Voilà, c'est ma manière de transmettre. J'ai pas eu la chance de pouvoir faire des enfants. Et la vie m'appelait à me concentrer sur un autre bébé. Et du coup, quand est-ce qu'il sort ce livre? Excuse-moi, j'ai pas 26 noté. janvier. 26 janvier, ok, Ouais. ouais, on y est presque. Génial. Ben, bravo. J'ai hâte de le Ben, découvrir. Je suis sûre qu'il sera je plein de t'enverrai les pépites. pages enlevées là. Non, garde-les précieusement, je te dis. Je suis sûre Ouais, peut-être. que ce sera peut-être l'occasion d'en écrire. Ouais, ouais. Super, Merci. Un petit coucou merci. à Marine, hein, que je Oui, vois qui m'a fait des petits coucous. Marie Place. ouais. Oui, c'est ce que je dis à chaque fois. Je suis désolée, je ne lis pas du tout les commentaires. J'aime vraiment rester connectée à Ouais, on les mon verra peut-être. invité. Euh, mais ben, merci à tous ceux qui ont écouté en live. Merci à toi, Perrine, Merci hein, à de ton... toi vraiment de nous avoir inspiré tout un chacun à ben, vivre notre dharma, à réaliser à quel point ouais, on peut passer par des choses très difficiles et ben, qu'il y a souvent des pépites derrière et que ça peut prendre mille et une formes voilà, Ouais. qu'on a Donc, chacun notre regardez chemin, presque qui notre... vous importune. Il y a peut-être de l'or derrière. Et surtout en ce Ouais, moment, on est à bonne école avec ce qui nous importune. ouais. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que moi, j'aime bien axer mes coachings sur qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous anime. Mais c'est intéressant de voir que ce qui nous anime, ça peut être aussi des choses qui nous révoltent et qui nous mettent en colère et qu'il il y a des choses à comprendre Il derrière y a ça. des liens entre les deux. Ouais. Ouais. On est ombre et lumière, donc c'est bien de regarder aussi ce qui nous appelle et ce Mm. qui nous met en joie. C'est super important. Moi, je suis focus sur l'ombre parce que j'ai une grande expertise de l'ombre. Mais évidemment, il y a des lumières directes et il y a des pépites qu'on peut cueillir directement dans la nature aussi. Ouais, ouais. Ben, vraiment, merci, merci mille fois de ton temps, de ta disponibilité, Avec de grand... ta transparence, d'avoir partagé toutes ces histoires personnelles avec nous. Et puis à très bientôt. Ouais, merci à toi, Perrine, et bonsoir à vous tous, et Ouais, merci d'avoir été à l'écoute, c'est sympa. ouais, merci Tiens, beaucoup. il y a Liliane, Lilia Miamar qui est là, que j'ai pas vue depuis très longtemps. Un petit coucou au passage, ainsi que Alice, que je vois aussi. Ouais, merci à Bon, tous. Le lien sera merci. disponible en replay et sur YouTube, je le précise, parce que ça peut être utile. Je t'enverrai le lien. Oui, avec plaisir. Ok. Merci À beaucoup. bientôt, Bonne Perrine. soirée. À Bonne bientôt. soirée, bonne nuit. Au revoir tout le monde.